Quelle que soit votre expertise en tant qu'amateur de la nature, il serait difficile de tout savoir sur les innombrables créatures qui marchent, nagent et volent parmi nous. Vous ne manquerez pas d'avoir des questions sans réponse, comme pourquoi les chauves-souris se pendent-elles à l'envers? Comment les serpents font-ils pour grimper sans membres? Et les requins aiment-ils être caressés? Si vous voulez des réponses à ces questions et bien plus encore, restez dans les parages pour cette édition spéciale de l'émission de Faits divers. Comment les serpents font-ils pour grimper sans membres? Pour des créatures qui n'ont ni bras ni jambes, les serpents sont d'excellents grimpeurs. Vous ne me croyez pas? Regardez ce serpent vert qui a grimpé le long d'une ligne électrique pour chasser des oiseaux de Malaisie. Bien que vous n'y attendiez probablement pas, les serpents sont même connus pour provoquer des pannes de courant en grimpant sur des poteaux électriques et en provoquant des courts-circuits. Dans leur habitat naturel, de nombreux serpents grimpent facilement aux arbres, aux parois rocheuses et à d'autres obstacles sans avoir recours à des griffes, des pattes ou des coussinets d'orteils collants comme d'autres grimpeurs de la nature. Alors, comment font-ils? Les spécialistes de l'escalade des arbres, comme les serpents bruns, sont légers et minces et possèdent une longue queue capable de s'enrouler autour des branches, alors que les rampants terrestres, comme les boa constricteurs, sont plus lourds et possèdent une queue plus courte. Tous les serpents grimpent en pliant et en fléchissant toute la longueur de leur corps tubulaire. Ils utilisent un mouvement en accordéon pour augmenter leur friction sur les surfaces, pliant et dépliant leur corps en utilisant leurs puissants muscles centraux pour se propulser. S'il leur arrive d'escalader un mur ou une paroi rocheuse, ils suivent également le motif du mur, comme le coulis entre les briques, pour se caler dans les interstices et les crevasses. Mais des recherches ont montré que la locomotion en accordéon consomme jusqu'à 7 fois plus d'énergie que le mouvement sinueux normal d'un serpent. Pour cette raison, les serpents ont tendance à éviter de se faufiler dans des choses comme des poteaux électriques s'ils peuvent l'aider, ou à moins qu'il y ait un oiseau savoureux accroché à la ligne, d'après ce que l'on peut voir. Pouvez-vous imaginer à quoi ressembleraient les serpents s'ils avaient soudainement des pattes, comme les lézards longs et fins? Il est peu probable que cela arrive un jour, mais si les serpents avaient des pattes, je parie qu'ils se déplaceraient vers les boutons j'aime et s'abonner. Puisque nos amis serpents sont incapables d'appuyer eux-mêmes sur les boutons, pourquoi ne pas le faire pour eux? De plus, vous recevrez chaque jour dans votre feed toute une série de contenus étonnants. Qu'attendez-vous pour le faire? Les éléphants ne savent pas sauter. Les éléphants font partie des créatures les plus majestueuses qui n'aient jamais foulé la terre. Leur aura générale de majesté est si grande en fait que vous n'en verrez jamais un faire quelque chose d'aussi frivole que de sauter, parce qu'ils ne le peuvent littéralement pas. La principale raison pour laquelle personne n'a jamais vu un éléphant sauter, à moins que ce soit d'un dessin animé du samedi matin, est simple. Il n'est pas obligé de le faire. Pensez-y comme suit. La plupart des animaux typiquement nerveux comme les kangourous, les singes et les grenouilles sautent surtout pour échapper à leurs prédateurs. Mais quand on est aussi grand et fort qu'un éléphant, il existe de nombreux autres moyens de se protéger. Sans parler du fait que les éléphants se déplacent en grands groupes sociaux protecteurs appelés troupeaux. De plus, il est en fait assez difficile de faire décoller du sol un mammifère de 4 à 7 tonnes. En fait, c'est pratiquement impossible. Selon John Hutchinson, professeur de biomécanique évolutive du Royal Veterinary College de Londres, les animaux qui sautent doivent avoir des chevilles très souples, les tendons d'Achille et des muscles de mollets puissants. Malheureusement, les éléphants ont des muscles de la partie inférieure de la patte très faibles et leurs chevilles ne sont pas du tout flexibles. Je suppose donc qu'ils ne pourront pas faire de trampoline aux Jeux Olympiques des animaux. Les flamants roses ne sont pas vraiment roses. Le mot flamand vient du latin flamenco, qui signifie feu, et fait référence à la couleur vive caractéristique des plumes de cet oiseau. Mais préparez-vous à être choqués. Les flamants roses ne sont pas vraiment roses. Au contraire, les flamands naissent gris ou blancs, et ne deviennent roses qu'au cours des 2 premières années de leur vie. Mais pourquoi? Eh bien, avez-vous déjà entendu l'expression « vous êtes ce que vous mangez » ? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai pour nous, les humains, mais c'est certainement vrai pour les flamants roses. Il s'avère que les flamants roses tirent leur couleur rougeâtre uniquement des pigments spéciaux appelés bêta-carotène, que l'on trouve en grand nombre dans les algues et les invertébrés dont ils se nourrissent. Les flamants roses se nourrissent par filtration, ce qui signifie qu'ils absorbent l'eau dans leur bec et en extraient des minuscules crevettes saumâtres à l'aide de leur bec et de leur langue. Dans leur système digestif, des enzymes décomposent des caroténoïdes en pigments qui sont absorbés par les graisses du foie et déposés dans les plumes et leur peau. Pour les colorer physiquement, les caroténoïdes doivent être ingérés en très grande quantité.
Mais comme le régime alimentaire des flamants roses se compose presque exclusivement de ces collations remplies de caroténoïdes, les oiseaux n'ont aucun problème à se colorer de rose. En revanche, un être humain devrait manger une quantité énorme de carottes riches en carotène pour obtenir une teinte orange saine. C'est pourquoi nous ne changeons pas de couleur à l'âge adulte comme ils le font. Et ouais, Donald Trump doit adorer les carottes. Les grenouilles ne peuvent pas vomir. Avez-vous déjà eu des nausées après avoir pris une décision risquée de manger des lasagnes qui sont restées trop longtemps dans le frigo? Heureusement, vous pouvez vous débarrasser des mauvais microbes en les rejetant à la poubelle. Mais si vous êtes une grenouille, vous n'avez pas cette possibilité. En effet, si une grenouille mange quelque chose de toxique, elle ne peut pas se contenter de le vomir. Elle doit éjecter tout son estomac. Et je ne parle pas seulement du contenu de son estomac, mais de son estomac lui-même. Le processus s'appelle éversion gastrique complète, et c'est en gros la même chose que de vider ses poches. Une fois qu'elle a vomi son estomac, qui prend maintenant de sa bouche, la grenouille utilise ses pattes avant pour l'essuyer et enlever les morceaux de nourriture égarés. Ensuite, elle replace le tout dans son corps, où il restera jusqu'à la prochaine fois que la grenouille fera une erreur et mangera quelque chose qu'elle ne devait pas. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les grenouilles ne sont pas les seuls animaux à ne pas pouvoir vomir. Les chevaux, les lapins et les rats ne peuvent pas non plus vomir. Mais seules quelques créatures triées sur le volet peuvent se retourner l'estomac. Les requins sont également capables d'une éversion gastrique complète, ce qui leur permet d'éviter le poison et d'échapper aux prédateurs. Il est impossible de savoir exactement comment se sent une grenouille avant de se retourner l'estomac, mais on peut dire qu'un peu de verre est une bonne supposition. Les requins aiment-ils être caressés? Si vous devriez rencontrer un requin féroce alors que vous nagez dans l'océan, la dernière chose que vous voudriez faire serait de le caresser comme un chien surdimensionné avec des branchies, non? Mais selon un défenseur de l'environnement, ces prédateurs aquatiques n'aiment rien tant qu'un bon coup de tête de temps en temps. Jim Abertani saignait un certain nombre de ces magnifiques créatures en plongeant dans les eaux de Tiger Beach aux Bahamas pour aider ses amis sous-marins. Au cours de ses séjours sous les vagues, Jim Abertani a retiré plus de 80 hameçons de la bouche des requins, leur sauvant inévitablement la vie en créant du lien avec eux. Jim dirige Jim Abertani Scuba Adventures, une organisation qui a pour but de rapprocher les gens et les requins. Tiger Beach, situé au large de l'extrémité ouest de l'île des Grands Bahamas, est connu pour être un environnement relativement sûr et constitue l'endroit idéal pour nouer des liens avec les requins tigres, les grands requins marteaux, les requins océaniques à pointe blanche, les requins citrons et les requins baleines. Pendant ses plongées, Jim peut nager à côté des requins et est même assez courageux pour les toucher sans craindre qu'ils ne lui arrachent le bras. Mais au lieu de s'éloigner à la sensation d'un contact humain, les requins font quelque chose de remarquable. Ils nagent autour de lui et s'approchent à nouveau, dans l'espoir d'attirer davantage l'attention. Nous les voyons souvent comme des tueurs assoiffés de sang, mais les requins sont en fait des créatures très calmes, qui attaquent rarement sans raison. Mais Jim est également conscient des dangers potentiels de ces activités sous-marines. Il a appris à ses dépens que les requins peuvent parfois être imprévisibles. Lorsqu'il a été mordu par un requin de récif aux Caraïbes lors de ses expéditions en 2008, ce qui a failli lui coûter un bras. Mais dès qu'il a été guéri, Jim est retourné dans l'eau pour se sociabiliser avec les animaux. Les risques d'être mordu sont incroyablement faibles. Selon le magazine Time, le nombre annuel de morsures de requins dans le monde est 10 fois inférieur au nombre de personnes mordues par d'autres personnes à New York. Voilà de quoi faire réfléchir. L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré de près un requin ou un autre animal dangereux? Ont-ils été à la hauteur de leur réputation effrayante? Ou les avez-vous trouvés plus sympathiques que redoutables? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, je suis sincèrement curieux de connaître vos expériences. Les crocodiles peuvent galoper. Quand je dis le mot galoper, vous imaginez probablement un étalon majestueux galopant à travers les champs de verdure, et probablement pas un crocodile paresseux traînant son ventre le long de la rive. Mais croyez-le ou non, les crocodiles sont connus pour se lancer dans une démarche écailleuse appelée marche haute, pour bondir et même pour galoper. Au cas où vous ne seriez pas au courant de la mécanique animale, un crocodile bondit lorsque ses membres antérieurs touchent le sol simultanément que ses membres postérieurs s'élancent peu après. Entre-temps, un galop est une séquence à 4 temps, où les membres antérieurs et postérieurs touchent le sol chacun à leur tour. On a toujours pensé que les crocodiles d'eau douce d'Australie étaient les seules espèces capables de faire les deux. Mais des recherches récentes, menées par des scientifiques vétérinaires en Floride, ont permis d'observer 8 espèces différentes de crocodiles qui bondissent et qui galopent. Quelle que soit leur taille, presque toutes les espèces étudiées étaient capables d'atteindre une vitesse d'à peu près 18 km/h.
La raison exacte pour laquelle les alligators ne peuvent pas galoper reste incertaine. Certains ont émis l'hypothèse que le galop aide les crocodiles, comparativement plus petits, à s'enfuir rapidement en cas de danger. Mais il semble que les alligators et les caïmans se contentent de rester sur place plutôt que de s'enfuir. D'autres études ont également noté que les crocodiles ont des faisceaux de fibres musculaires plus longs et plus fins que ceux des alligators, ce qui signifie qu'ils peuvent faire tourner leurs membres plus rapidement et obtenir un peu plus de portée à chaque pas. Donc si vous avez l'intention de chevaucher un grand reptile vers le coucher du soleil, choisissez un crocodile et pas un alligator. Pourquoi les chauves-souris se pendent-elles la tête en bas? Les chauves-souris sont des animaux emblématiques pour de nombreuses raisons, principalement en raison de leur association avec les vampires. Et l'une de leurs caractéristiques les plus connues est leur capacité à dormir en se tenant la tête en bas. Mais y a-t-il une solution pour laquelle elles choisissent de faire leur quart d'heure de sommeil d'une manière aussi bizarre? Contrairement aux oiseaux, la plupart des espèces de chauves-souris, à l'exception de la chauve-souris à queue courte de Nouvelle-Zélande et de la chauve-souris vampire, ne peuvent pas s'élancer dans les airs depuis le sol, car leurs ailes ne produisent tout simplement pas assez de portance pour décoller comme le fait un hélicoptère. Bien qu'un départ en courant puisse les aider, les chauves-souris souffrent également du fait de leurs pattes arrière soient tout simplement trop petites pour prendre suffisamment de vitesse pour décoller. Les chauves-souris n'ont pas d'autre choix que de se frayer un chemin à coups de griffes jusqu'à un endroit suffisamment élevé pour qu'elles puissent lâcher prise et se laisser tomber en plein vol. C'est en fait assez astucieux, car si une chauve-souris endormie doit s'échapper rapidement, elle est déjà dans une position idéale pour déployer ses ailes et s'envoler. Si les humains devraient se suspendre à l'envers pendant une période prolongée, leur sang leur monterait à la tête, mais les chauves-souris s'en chargent également. Ces créatures rusées ont des valves à sens unique dans leurs artères qui les empêchent d'avoir des vertiges comme nous le ferions. En effet, les mêmes valves veineuses à sens unique que nous avons dans nos jambes qui empêchent le sang de s'accumuler dans nos pieds sont inversées chez les chauves-souris, empêchant le sang de refluer et de se précipiter vers leur tête. De plus, se suspendre la tête en bas est un excellent moyen de se cacher du danger. Pendant les heures où la plupart des prédateurs comme les oiseaux de proie sont actifs, les chauves-souris se rassemblent intelligemment là où peu d'animaux penseraient à regarder, et où la plupart ne peuvent les atteindre. Et comme les autres animaux volants n'ont pas la capacité de se suspendre la tête en bas, il y a moins de concurrence dans les lieux de perchage choisis par les chauves-souris. Tout le monde y gagne. Les guépards sont socialement maladroits. Vous savez probablement que les guépards sont les animaux les plus rapides de la planète, mais vous ne savez peut-être pas qu'ils sont aussi des êtres incroyablement maladroits. En fait, les grands félins sont tellement anxieux lorsqu'ils sont soignés en captivité qu'ils ne savent pas comment socialiser correctement entre eux, et sont trop stressés pour procréer. Cela peut poser un problème majeur car les guépards sont en voie d'extinction. Mais le zoo a trouvé une solution intelligente, les chiens de soutien émotionnel. En effet, il s'avère que les chats et les chiens s'entendent bien après tout. Selon Janet Rose Inostroza, responsable du dressage des animaux au Safari Park du zoo de San Diego, un chien dominant est très utile car les animaux africains sont instinctivement assez timides et on ne peut pas les éduquer. Les guépards sont fondamentalement différents de leurs cousins félins comme les lions et les tigres, car ils sont conçus pour la fuite plutôt que pour le combat. Au fond, ils ne sont rien d'autre que des chats effrayés très rapides. Ainsi, lorsque vous associez un petit guépard à un chien pour aveugle, le chat se tourne naturellement vers le chien le plus extraverti et le plus curieux pour trouver des indices et apprendre à modeler son comportement. En liant d'ambiance aimable et joyeuse que les chiens dégagent généralement, le guépard devient plus calme et plus confiant. Il existe un coléoptère impossible à écraser. Lorsque vous trouvez un insecte dans votre maison, votre premier réflexe peut être de l'écraser. C'est rapide, sans effort et sans douleur, pour vous du moins. Mais si vous avez affaire à l'un de ces spécimens, vous risquez d'y rester pour toujours. Permettez-moi de vous présenter le scarabée cuirassé. Il peut ressembler à n'importe quel autre coléoptère à première vue, mais vous pouvez le frapper, le piétiner ou même l'écraser avec votre voiture, ce scarabée s'en sortira toujours indemne. Mais comment ce coléoptère ordinaire qui ne mesure qu'entre 1 et 2,5 cm de long, d'obtient-il sa super force ? Les scientifiques ont découvert que les ailes extérieures des coléoptères appelées élytres sont si résistantes parce qu'elles sont constituées d'une série de pièces de puzzle qui s'imbriquent les unes dans les autres. Comme vous pouvez le voir, ces pièces individuelles s'emboîtent étroitement les unes dans les autres pour renforcer l'armure des coléoptères. Bien que leurs ancêtres aient pu voler, les coléoptères bardés de fer ont perdu leur capacité de vol il y a longtemps, et leurs élytres se sont soudés, formant un bouclier résistant à l'écrasement. Les entomologistes ont une relation particulièrement difficile avec ces bestioles. Les efforts déployés pour fixer des spécimens de coléoptères sur des planches pour les monter
se sont soldés par un tas d'épingles en acier tordu et un insecte totalement non percé. Les chercheurs ont effectué des tests de compression sur des coléoptères pour voir quelle force leur bouclier pouvait supporter sans se fissurer. Et ils ont constaté que les coléoptères cuirassés pouvaient résister à une force continue allant jusqu'à 149 newtons, soit environ 15 kg. Pour mettre les choses en perspective, cela représente environ 39 000 fois le poids corporel moyen des coléoptères, et plus de 2 fois ce que d'autres espèces de coléoptères terrestres peuvent supporter. Imaginez maintenant la découverte d'un groupe entier de ces bestioles dans votre chambre à coucher. Les crabes fantômes grognent en utilisant les dents de leur estomac. Beaucoup d'animaux grognent et montrent leurs dents lorsqu'ils se sentent menacés. Mais que se passe-t-il lorsque les dents sont situées dans l'estomac? Eh bien, il suffit de demander à un crabe fantôme. Bien que vous n'en ayez probablement aucune idée, la plupart des crustacés ont de minuscules dents dans leur estomac pour broyer la nourriture. Mais le crabe fantôme est le premier à l'utiliser pour émettre des sons afin de communiquer. Lorsqu'ils doivent dissuader des intrus de pénétrer dans leur terrier, les crabes fantômes sont connus pour émettre des sons en fléchissant leurs pinces et en frottant leurs crêtes près de l'articulation. Mais lorsqu'un animal s'approche un peu trop près, les crabes tiennent leurs pinces à la verticale dans une position qui les empêche d'émettre de tels sons. Ils ont donc recours à un étrange plan de secours. Jennifer Taylor de l'Institut Oceanographic Scripps en Californie a été la première à remarquer que même dans cette position, les crabes produisaient des sons suffisamment forts pour être entendus sans aide. Pour percer ce mystère, Jennifer Taylor a pris un groupe de crabes fantômes et les a radiographiés alors qu'ils étaient approchés par une série de menaces comme un crabe en plastique et un petit robot. Et regardez ceci. Dans ce clip, vous pouvez voir le crabe broyer les dents de ses intestins antérieurs, connu sous le nom de moulin gastrique, pour produire un grognement menaçant. De nombreux autres animaux, de vers aux oiseaux, possèdent des mécanismes pour broyer la nourriture dans leur gésier, mais n'ont pas tous des dents internes. Certains poissons, comme les grognements, utilisent des dents dans leur gorge pour produire ces sons, mais la bécasse fantôme est unique dans sa capacité à utiliser une technique similaire pour communiquer. Pouvez-vous imaginer si les humains avaient des dents dans leur estomac plutôt que dans leur bouche? Qu'est-ce qu'un jet de moufette? Bien que la plupart des gens n'en aient jamais rencontré, il est bien connu qu'il ne faut jamais se trouver du mauvais côté d'une moufette, à moins de vouloir recevoir en pleine figure son puissant jet de fesses. Mais qu'est-ce que cette substance nocive et pourquoi ces mammifères nord-américains en ont-ils besoin? Les moufettes sont des créatures nocturnes, et leurs prédateurs se fient beaucoup aux odeurs pour s'orienter dans l'obscurité. Les moufettes ont donc mis au point une contre-attaque astucieuse, un liquide jaunâtre rempli de produits chimiques malodorants provenant de leur glande anale, qu'elles utilisent pour chasser les prédateurs. L'huile toxique est stockée dans des sacs à dos et peut être tirée de leurs fesses jusqu'à 3 mètres de distance. Et si vous vous trouvez sur le chemin d'une moufette en colère, vous risquerez d'avoir de gros ennuis, car les jets de moufettes sont si puissants qu'ils peuvent assommer ou même tuer un être humain. En effet, l'aérosol de moufette contient des substances chimiques appelées thiols, qui sont des composés soufrés contribuant à donner au liquide sa terrible puanteur. Une fois éjecté de la crosse, le muscle de la moufette est très efficace pour éviter les confrontations physiques et pour gagner du temps afin d'échapper aux prédateurs. Heureusement pour nous, humains maladroits, les moufettes n'utilisent leur jet qu'en dernier recours. Avant tout, elles se servent de leur couleur noire et blanche pour envoyer un message qui dit « Ne me cherche pas, mon gars ». Ils font généralement une petite danse défensive et utilisent une série de sifflements et de bruits de pieds, comme un enfant qui pique une colère. Mais si tout le reste échoue, il est temps de sortir l'artillerie lourde. Les biologistes ont remarqué que les moufettes meurent rarement après avoir été tuées par des prédateurs, donc cela semble fonctionner. Mais qui voudrait manger quelque chose qui vient de vous péter à la figure? Les oiseaux sont immunisés contre les piments forts. Avez-vous déjà mangé un piment fort et ressenti le besoin d'attraper le verre d'eau ou de lait le plus proche? Eh bien, si vous aviez des plumes et des ailes, ce ne serait pas un problème, car les oiseaux peuvent tout à fait supporter la chaleur. Au cas où vous ne le sauriez pas, le piment tire son ardeur de la capsaïcine, une substance chimique qui déclenche les récepteurs de la douleur dans notre bouche et qui est responsable de la sensation de chaleur brûlante que vous ressentez. Mais pourquoi les piments ont-ils besoin d'être aussi piquants? Il s'avère que la chaleur naturelle des plantes est en fait une arme chimique utilisée pour dissuader les prédateurs affamés qui ne savent pas répandre les graines. En effet, les oiseaux qui dispersent les graines au loin dans leurs excréments ne possèdent pas de récepteurs pour la capsaïcine et semblent être immunisés contre la chaleur ardente du piment. Mais les animaux qui sont le moins efficaces dans la dispersion des graines trouvent le goût insupportable. Les graines de poivron et de piment sauvage traversent l'intestin d'un oiseau sans être digérées.
Grâce à leur rayon de vol, les graines sont disposées dans des endroits éloignés où elles peuvent continuer à se développer avec moins de concurrence. En revanche, si les fruits étaient consommés par des mammifères plus grands, les graines seraient soit digérées, soit déposées beaucoup plus près de la plante mère, ce qui ne serait pas aussi efficace. Des études ont montré que les graines de poivron sauvage sont presque exclusivement dispersées par les oiseaux, donc il semble que cela fonctionne. La nature n'est-elle pas merveilleuse ? Les porcs peuvent-ils vraiment faire disparaître un corps ? À l'automne 2012, Terry Vance Garner, un agriculteur de 69 ans, est allé nourrir ses porcs comme d'habitude. Sauf que cette fois, il ne reviendrait jamais. Lorsque sa famille est partie à sa recherche, elle n'a trouvé que son dentier dans l'enclos des porcs. Il s'est avéré que Garner était tombé et avait été écrasé par les porcs de 318 kg, qu'il avait dévoré net. Cela ressemble à l'étoffe d'un film d'horreur à petit budget. Mais voici un fait amusant que vous n'auriez probablement jamais pensé entendre. Les porcs mangent les humains. En 2019, une femme russe a fait une crise d'épilepsie en nourrissant ses porcs et a été dévorée vivante. 6 ans auparavant, un chef de la mafia a été donné en pâture aux porcs par une famille rivale. Ce ne sont que quelques cas où des porcs mangeurs d'humains ont fait la une des journaux. Mais ce que les gens comme ces mafieux tordus veulent vraiment savoir, c'est si les cochons peuvent faire disparaître un corps totalement. La vérité est que les porcs mangeraient à peu près n'importe quoi s'ils en avaient l'occasion. Les porcs sont des créatures naturellement omnivores, ce que signifie qu'ils mangent de la viande si on leur la présente, même si à l'état sauvage, leur régime alimentaire se compose principalement de feuilles, de racines, de fruits et de fleurs. Ils sont même connus pour manger du porc s'ils en trouvent. Les porcs ne peuvent pas mâcher des plus gros os du corps humain, ils les décomposent donc en morceaux plus petits et plus faciles à gérer. Mais il y a d'autres parties comme les dents, les ongles et les cheveux qui ne sont tout simplement pas digestibles et qui sont inévitablement abandonnés. Cela explique pourquoi le dentier de Garner a permis de découvrir une vérité choquante, et pourquoi ceux qui ont essayé d'utiliser les porcs pour dissimuler un crime odieux ont toujours été arrêtés. La réponse est donc presque. Lequel de ces faits sur les animaux vous a le plus surpris ou étonné ? Si vous désiriez continuer à nourrir votre cerveau, pourquoi ne pas regarder l'un des autres épisodes de ces faits divers ? Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.